Il y a beaucoup peut-être connus dans la salle, des amis, d'autres qui sont amis à travers chez Caboton. Voilà. Alors, si vous permettez, je vais commencer par une petite réflexion sur une passion de plus de 40 ans. La compagnie du théâtre d'animation Picard, héritière d'une tradition bicentenaire, celle du Caboton, marionnette picarde à tringle et à fil, est la seule garante d'une descendance directe des théâtres de marionnettes picardes du XIXe siècle. À noter qu'entre 1880 et 1900, il y avait à Amiens entre 15 et 20 théâtres de marionnettes. Seule garante, pourquoi? Maurice Daumont, fondateur de chez Caboton d'Amiens en 1933 et rénovateur de la marionnette picarde, cela est cité dans la Pléiade, tome 3 dans l'histoire de la littérature. Il avait assisté tout gamin au spectacle d'antan, puis adolescent amoureux de cet art, était passé de l'autre côté de la rampe en tant qu'assistant, fut en 1966 le maître des marionnettes, qui m'initia non seulement à la langue picarde pratiquée par nos deux héros, Lafleur et Sandrine, mais surtout à la manipulation de la marionnette à tringle et à fil, tout comme les 6 autres jeunes membres de l'équipe qui reprirent cette année-là le flambeau de cette belle tradition picarde, donnant une seconde vie à chez Caboton d'Amiens, qui dormait depuis 4 ans dans le grenier du directeur de la troupe, qui avait dû, la mort dans l'âme, fermer son théâtre en 1962 par manque de personnel. Un an plus tard, le 5 février 1967, cette jeune troupe fut reconnue, tout comme la collection d'un peu plus de 200 marionnettes, théâtre officiel permanent de la ville d'Amiens, théâtre du musée d'art local et d'histoire régionale. Depuis avril 1969, date à laquelle je fus nommée directrice de ce théâtre par Maurice Vaste, premier magistrat de la ville sur proposition de Robert Richard, conservateur du musée d'Amiens et de la Picardie à l'époque, j'ai moi-même formé bon nombre de comédiens marionnettistes, ayant eu également la chance d'avoir une formation de comédienne au conservatoire d'Amiens, et grâce à d'excellents professeurs, j'en étais sortie avec un premier prix de comédie classique et un premier prix de comédie moderne. Ce véritable patrimoine vivant qui m'a été confié ne s'est jamais sclérosé, car toutes les créations, près d'une 50aine, dont certaines ont été des commandes d'importantes entreprises et administrations, voire de collectivités territoriales, ont été faites dans le souci de préserver la tradition, en conservant la langue picarde, les personnages typiques avec leurs costumes et surtout leur caractère, mais également avec une ouverture sur le contemporain au niveau de la scénographie, de la mise en scène, des éclairages, de l'espace musical et bien entendu du nouveau répertoire venant s'ajouter au fond classique de Maurice Daumont et prenant sa source dans des sujets d'actualité, car il ne faut jamais oublier qu'une tradition qui ne se tourne pas et ne s'imprègne pas du moment présent et des arts associés est une tradition qui petit à petit s'étiole et finit par mourir. Ce qui irait à l'encontre du vœu de très nombreux touristes de passage à Amiens, tout particulièrement lors des saisons estivales touristiques et culturelles, dont un animateur de Mantes-la-Jolie, en son temps, M. Foll, F-O-2-L, parlant des Cabotans, a résumé sa pensée en quelques mots lors de la première saison estivale en 87. Soignez-les, car ils sont précieux et uniques. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de chez Caboton sans parler de Maurice Daumont et faire un petit retour en arrière. Il est né donc en 1903, petit garçon, il avait 11 ans à la guerre 14, il était fasciné par le monde troublant et merveilleux des marionnettes. Il assistait, aussi souvent que ses loisirs le lui permettaient, aux séances de Caboton données par le père Barbier, qui n'était pas le père mais le fils d'un même Jules Barbier, qui avait 2 fils, dont l'un s'appelait Jules, et c'est ce fils qu'on appelait le père Barbier, et qui avait son théâtre dans la rue Rigolo et qui s'appelait les Folies Dramatiques. Le père Barbier est le dernier survivant amiénois d'un art qui avait connu dans notre cité un lustre à nul autre pareil et qui devait, au lendemain de la Grande Guerre,
éteindre définitivement ses quinquets. L'adolescent, alors à 16 ans, en ressentit un trouble profond et comme une frustration tout à fait injuste. S'il avait éprouvé au fil des représentations un plaisir sans cesse renouvelé, il s'y était forgé une philosophie personnelle, Maurice Domon, qui devait par la suite et jusqu'à son dernier souffle conditionner son comportement. Car Maurice Domon avait en effet, à ces occasions, découvert la noblesse du peuple. Aussi ne devait-il plus jamais se départir d'un immense respect envers lui-même, même si, comme les gens de cœur, il en atténuait l'ardeur par des saillies affectueusement moqueuses. Lorsque Jules Barbier dut se résoudre la mort dans l'âme à vendre les quelques 50 marionnettes qu'il avait conservées par de Verly, Maurice Domon, bouleversé, comprenant soudain que le petit peuple qui s'était exprimé sur tant de petits théâtres et muet depuis plusieurs années déjà n'y ferait plus jamais entendre sa voix, Maurice Domon acquit ces remarquables poupées, trésors spirituels de sa jeunesse, ainsi qu'il se plaisait à le dire. Avec enthousiasme, il se mit à la tâche, construisant un castelet démontable, un castelet en kit, et rechercha de l'aide pour faire revivre un passé encore très récent et combien regretté. Il ne recueillit pas l'adhésion espérée et dut renoncer à son louable projet. Anxieux quant à l'avenir de ses marionnettes, soucieux de les préserver dans leur intégralité, il les confia alors à Jean Hoth, président des Rosati Picard, qui par la suite en fit don au musée des arts et traditions populaires de Paris. On aurait pu croire à ce moment-là que la bataille était irrémédiablement perdue. C'était méconnaître le farouche entêtement avec lequel quelques passionnés comme Maurice Domon s'étaient promis de faire revivre l'une de nos plus anciennes traditions. C'est ainsi qu'en 1930, André Devos, René Villeray, Jean Magnan et bien entendu Maurice Domon fondèrent la Société des Amis de la Fleur, dont le but originel était de rénover la tradition des cabotans. Maurice Domon va quitter cette société quelque temps après. Ses compagnons, dont René Villeray, il était co-directeur avec Maurice Domon, ses compagnons donc s'écartant par trop à son gré des objectifs qu'ils s'étaient assignés. Avec d'autres amis, parmi lesquels Vincent Piquet, qui interpréta de très nombreuses années le rôle de la fleur, René Nance, l'ancien Erdamien, qui sculpta plus de 150 têtes de cabotans, entre autres Strett et Papa Cucu actuels avec lesquels nous jouons, et beaucoup à partir de têtes de guignol entre 1945 et 1950, où il fallait se dépêcher de refaire la collection qui avait été presque complètement détruite par les Allemands. Robert Lance, son frère, Julia Lance, sa femme, qui aida en tant que couturière Suzanne Domon, ainsi que d'autres femmes. Dans une communauté d'idées qui ne devait jamais se démentir, même après que les circonstances, les obligations et les aléas de la vie ont disloqué contre son gré l'équipe initiale, Maurice Domon créa donc chez Cabotan d'Amiens, dont le premier spectacle eut lieu le 18 novembre 1933. Intransigeant lorsqu'il s'agissait de vérité et respectueux de toutes les opinions, il mit un point d'honneur, en dépit de ses convictions personnelles, qu'il n'exprimait jamais publiquement, à maintenir chez Cabotan d'Amiens à l'écart de tout engagement idéologique, confessionnel ou politique. Et ça, il me le répéta très souvent. Cette attitude lui valut estime et confiance bien au-delà de nos frontières, et l'on ne compte plus les liens d'amitié qu'il avait tissés et qui reliaient les marionnettistes les plus prestigieux des 5 continents à notre Picardie. En juillet 1937, il est élu membre du bureau de la Fédération nationale des marionnettes. En août de la même année, il reçoit la médaille de bronze et le diplôme de la compétition internationale à l'exposition des arts et techniques de Paris. Et toujours en 1939, il recevait également le diplôme d'honneur de la Ligue de l'enseignement. En 1938 et 1939, plusieurs déplacements en Angleterre, à Londres avec son équipe, où ils se produisirent à la BBC, la télévision de l'époque, et à Malvern,
puis de nouveau à Londres en 1948 et au Festival international de Liège en 1958. En septembre 1939, pas de séance, le théâtre s'arrête, c'est la guerre, et en 1940, l'ancienne école normale de garçons, je crois que c'est le lycée Robert de Musache maintenant, eh bien, il y avait déposé ces marionnettes. Sur 350 environ marionnettes, eh bien, plus de 300 ont été retrouvées décapitées, mutilées, souillées. En décembre 42, c'est la reprise, mais simplement pour 2 séances, donc fin décembre. En 43, c'est reparti, 67 séances. Mais en 44, seulement 10 séances, car le 27 mars 44, l'arrière de la maison de Maurice Daumont s'écrase sous les bombes américaines, malheureusement. Et une grande partie du matériel qu'il avait remisé là, heureusement, sauf les marionnettes, on avait insisté beaucoup, il y avait un certain élu de la ville qui avait beaucoup insisté pour qu'il mette ses marionnettes au musée, il a hésité, pour finir il les a mises au musée et heureusement les marionnettes ont été sauvées. Donc la reprise n'a lieu qu'en décembre 1944 et le théâtre reconstruit, eh bien il se produit à la BBC et malheureusement en 1950, pour 3 ans, tous ces courageux marionnettistes vont là vraiment se décourager parce que ça fait plusieurs fois qu'ils demandent au moins un lieu pour les répétitions ayant lieu dans une petite maison aminoise où on n'y mettait qu'un petit morceau du théâtre. Donc il y a un grand arrêt pendant 3 ans, redémarrage puisqu'ils n'aboutissent à rien, donc dévorés par la passion, ils repartent et ils repartent en décembre 1953. En 1959, ils sont sélectionnés pour jouer au Théâtre des Nations à Paris. Le 21 juin 1962, malgré cette passion, eh bien, c'est l'arrêt définitif, faute de personnel. Entre autres, les fils qui avaient joué très longtemps avec lui, René, Christian, un peu François aussi, et que les enfants avaient grandi, donc ils voulaient avoir quand même beaucoup plus de temps libre. Et donc c'est l'arrêt définitif. Je précise que depuis de nombreuses années, jusqu'en 1962, Maurice Daumont était membre du présidium de l'UNIMA, l'Union internationale de la marionnette, et c'est Lucien Caron-Guignoli, ce qu'on a très bien connu, qui le remplacera. Alors, au bout de 1350 séances, de 1933 à 1962, sauf des arrêts pendant donc, la guerre, un arrêt de septembre 1939 à décembre 1942, et puis après en 1944. Voilà. Alors, ça, c'était pour Maurice Daumont. Et pour, si les anciens, comme on les appelait, n'avaient pas été là, eh bien, on ne serait pas là aujourd'hui. 4 ans se passent, et en 1966, suite à la proposition de M. Robert Richard, conservateur du musée de Picardie, et de discussions qu'il avait eues avec Maurice Daumont, sur avis favorable de M. le directeur du musée de France, agissant au nom de M. le ministre de la Culture, et ce, en conclusion des délibérations du Conseil artistique de la Réunion des musées nationaux du 15 novembre 1965, Maurice Daumont, qui avait cessé son activité donc en 1962, cède sa collection de 205 marionnettes, son répertoire, les décors, les costumes, le théâtre démontable, car ils avaient toujours joué de 1933 à 1962 avec un théâtre démontable. Ils cèdent tout cela à la ville d'Amiens. On emploie le mot cède parce que ça a été fait pour une bouchée de pain. Ils ne voulaient pas en faire une histoire d'argent. Ce qu'ils voyaient, c'était que ça allait peut-être repartir. Parce que sur la demande instante de Robert Richard, M. Daumont reprend du service pour former une nouvelle troupe afin que demeure vivante cette belle tradition picarde. M. Daumont se tourne vers le Conservatoire d'Amiens
car il voulait à tout prix aller vite, 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 et tout cela se passait dans l'ombre, parce qu'il y a toujours eu une petite opposition, parfois un peu grande même, avec René Villeray, des Amis de la Fleur, et il voulait montrer que lui arrivait à sauver sa collection, parce qu'il était arrivé le même problème à René Villeray avant 62. Donc, c'est ainsi que Jean-Bernard Dupont, Gérard Fontier et moi-même, nous étions étudiants en classe d'art dramatique au conservatoire. Donc, il s'est dit, là au moins je vais trouver des gens qui savent au moins parler juste, qui aiment le théâtre, qui savent trouver les sentiments pour exprimer un texte. Et Jean-Pierre Petit, Jean-Bernard Duburt et Jean-Louis Liger, qui lui a fait l'affiche rouge que vous pouvez voir dans notre théâtre, et qui était la toute première affiche et qui a été le premier décorateur. Donc toute cette équipe-là a été formée par Maurice Daumont. Un an plus tard, en janvier 67, eh bien, il ne fallait vraiment pas avoir peur pour nous lancer sur les planches comme ça, il fallait vraiment qu'il en ait envie. Parce que devant une kyrielle d'élus et d'anciens, on avait la mort de poitrine, hein, je crois, pour jouer l'enfant de la roulotte. Et on avait fait des avant-premières dans 2 maisons de retraite. Et le 5 février 67, eh bien, nous nous sommes retrouvés à la salle des fêtes de Saint-Charles, rue Puvis-de-Chavannes, là où il y a l'université pour la médecine en ce moment. Et cette structure culturelle, parce que le mot théâtre, on peut croire que c'est un lieu, mais non, mais va prendre cette structure culturelle chez Caboton-Damiens, va être officialisée, théâtre du musée d'art local et d'histoire régionale, théâtre officiel permanent de la ville d'Amiens. Les séances ont lieu au musée de Picardie, et nous étions des semi-professionnels, puisque nous touchions des petites fiches de paye, très, très petites aussi au niveau de la valeur, avec comme titre marionnettiste auxiliaire de la ville d'Amiens. En avril 69, Maurice Daumont me demande si je veux prendre la direction. Il m'avait proposé à M. Richard, et qui m'avait proposé lui-même à M. Maurice Bast, et ça s'est donc passé en haut lieu, et ce n'est pas moi qui ai pris la place de Maurice. Donc, la première création s'est faite en 1970. À cette époque-là, la Maison de la Culture venait d'être inaugurée 4 ans plus tôt par André Malraux, et c'était une époque où, si on jouait à la Maison de la Culture, ça donnait un certain aura. Et j'avais réussi à persuader Maurice Daumont que si nous jouions à la Maison de la Culture, parce qu'il fallait redémarrer quand même après 4 ans, eh bien, que ça prendrait peut-être une certaine valeur. Et donc, il s'est présenté avec moi-même au premier directeur de la Maison de la Culture, dont je voulais... Monsieur Thierry. Comment? Thierry. Oui, Thierry. Monsieur Thierry. Monsieur Thierry, oui. Voilà. Moi, j'étais donc à l'époque institutrice, comédienne au Carquois depuis un certain nombre d'années, et responsable de chez Caboton. Je devais assumer les 3 rôles, et j'étais institutrice en plus à la campagne, à Pernois. Nous n'avions pas de budget, nous devions travailler avec des bons de la ville, et pendant 10 ans, on a travaillé comme ça, sans aucune subvention. Quand il manquait du fil ou de la pâture, j'allais taper à la porte de la secrétaire du musée, et il n'y avait que 2 personnes à l'époque au secrétariat, c'était beaucoup plus petit que maintenant, et donc nous jouions dans la cafétéria actuelle, et le dimanche, il y avait 2 séances, et c'était intéressant parce qu'on marquait une petite croix à chaque spectateur, et même si les personnes n'allaient pas visiter les salles du musée, eh bien, ça faisait gonfler quand même le nombre des personnes qui entraient dans le musée. On en était ravis parce qu'il y avait souvent des enfants qui entraînaient leurs parents pour aller voir la momie, puis alors après on sillonnait, puis on revenait. Voilà. Alors, pour jouer à l'extérieur, eh bien, il fallait venir nous chercher parce qu'on n'avait pas de voiture, on était des jeunes
sans trop d'argent. Et puis, on n'avait pas de camion, on n'avait pas de subvention, on n'avait pas de budget du tout, aucun argent. Et donc, les gens qui nous voulaient à l'extérieur, eh bien, ils venaient nous chercher avec un camion et puis avec des voitures personnelles. Et comme c'était souvent le soir, eh bien, ils revenaient nous chercher après. Et puis, on rentrait ici. Voilà. Alors, en 1969, c'est cette année-là que Guylain fait appel, comme dans beaucoup de troupes de théâtre, il y a toujours un petit noyau familial qui s'agrandit peut-être de temps en temps. Et c'est comme ça que Guylain impose a été demandé pour la technique au départ, et il a accepté. Et en septembre 73, c'est à lui qui va incomber le rôle de la fleur. Alors, nous avons joué au musée de 67 à 75 dans la cafétéria. Alors, pourquoi on est parti? Il y avait dans cette ancienne chapelle, comme on l'appelait, et il y avait des conférences et on y faisait nos répétitions. Et quand il y avait des conférences, on démontait et puis il fallait remonter après. Il y avait du cinéma aussi. Mais enfin, on avait un lieu fixe. Alors, en 75, faute de chauffage, on a dû déménager et on s'est retrouvé au musée d'art local dans un vieux garage. On nous a installé l'estrade et on est resté là jusqu'à la fin, jusqu'à temps que le théâtre soit construit. Ce garage-là, il n'était pas question d'y faire entrer des spectateurs, bien entendu. Et on a joué à la salle de Wally, donc de novembre 75 à fin mai 97, puisqu'on a démarré en juin 97 avec des élèves d'Abbeville, le premier spectacle dans le théâtre actuel. Bon, alors en 73, c'est le 40e anniversaire, donc il y a une très grande exposition au musée de Picardie. Il y a quelque chose de douloureux qui va arriver. Le 23 mars 1974, nous avions joué à l'extérieur et on a ramené le matériel et très certainement que un gardien au dehors, parce que les marionnettistes n'avaient absolument pas le droit, ni les personnes qui portaient les caisses pour rentrer le matériel ici, avaient certainement une cigarette. Et il y avait du vent et il y a des cendres qui sont tombées sur le velours qui recouvrait le pupitre mobile. Et pendant la nuit, enfin j'ai été réveillée à 5h du matin en me disant que la chapelle était pleine de fumée, qu'il y avait eu un incendie. Alors il n'y avait pas eu de flamme, mais ça s'était consumé. Et il y a eu des décors avec lesquels nous avons joué. Jacovet, qui fait partie de la troupe depuis 69, eh bien, a dû refaire des décors et également une partie de la structure du théâtre. Et simplement une toute petite anecdote, chez Métheux de Fût, ils avaient joué avec nous, c'est assez drôle, chez Métheux de Fût d'Allery avait joué à l'endroit, je ne sais plus très bien où est-ce qu'on avait joué, ce 23 mars 1974. Alors, pour continuer, je vais faire assez rapide quand même, le 22 mai 1974, eh bien, nous obtenons à Amiens, lors d'un concours organisé par l'UNIMA, un premier prix à l'unanimité du jury. Le 12 octobre 1974, la structure... pardon, excusez-moi, je me suis trompée de date. C'est le 12 octobre 1974 que le théâtre... il est arrivé ce problème-là. Bon, du 15 au 27 juillet 1974, nous sommes invités à Villeneuve-les-Avignon pour le carrefour du théâtre d'animation, qui faisait partie en quelque sorte aussi de l'époque du Festival d'Avignon. En 1976, du 5 au 19 mars, nous allons à Rennes au Festival des Arts et Traditions Populaires. La même année, eh bien, la ville d'Amiens achète un camion parce que nous devons aller à Görlitz, c'est l'ancienne Allemagne de l'Est, et donc on va représenter, il y avait un échange à jumelage qui s'était fait entre Görlitz et Amiens, donc on voulait que les marionnettistes de la ville soient présents là-bas.
Alors, création en juillet 77, alors une date importante, création de l'association Théâtre d'Animation Picard. Parce qu'il faut vous dire que pendant 10 ans, eh bien, de plus en plus, on avait des demandes pour des festivals où on ne pouvait pas aller, parce que les endroits où nous sommes allés, on louait un camion, et ça revenait quand même cher. Alors, pour finir, eh bien, on a dit à une association d'amis, comme nous ne touchions aucune subvention, ni du département, ni de la ville, nous marchons toujours par bon. Eh bien, ce sont des amis qui se sont créés pour créer une association Web 1901. Et la même année, nous jouions, Jacovet et moi-même en tant que comédiens, un spectacle de cabaret Picard, parce qu'on avait fait les rats de bibliothèque, et comme on s'était pris de passion pour les Picards suite aux pièces de Maurice Demont, eh bien, on nous a fait confiance à la Maison de la Culture, puisque toutes nos créations, nous les faisions à la Maison de la Culture. On nous a fait confiance pour dire, allez, pour la première fois, donc en 77, le Picard. Ça, c'est une date vraiment à retenir. Le Picard est entré, non pas simplement par la voix de Lafleur et de Sandrine, mais là, avec un cabaret qui s'appelait Picard Bisaille, qui était un patchwork de poèmes, d'histoires drôles. Ça commençait très doucement et ça finissait un peu rabelaisien. Alors, donc, suite à cette production-là, de ce cabaret Picard, la ville d'Amiens a accordé une subvention. Mais ce n'était pas du tout pour les cabotants, c'était simplement pour le Picard. Nous allons plusieurs fois en Belgique, et en 79, la France est représentée par nous-mêmes au jubilé d'Unima à Liège. Unima qui fête donc ses 50 ans. Le 1er février 82, Guilain est donc employé par le Théâtre d'Animation Picard. C'est lui le premier employé, grâce justement à cette subvention que nous avions eue. Et par la suite, donc, le département, voyant que la ville avait donné une subvention, nous a donné, pour le côté théâtre, je précise bien, et pas du tout pour le côté marionnette, une subvention. La ville, un petit peu lassée de nombreuses démarches que j'avais faites auprès du maire René Lance et de l'adjoint à la culture pour essayer de nous avoir au moins un lieu de répétition plus correct et puis peut-être un théâtre. Eh bien, la ville passe une convention en février 82 avec le Théâtre d'Animation Picard, voyant que c'est une association qui tient la route, et dont Michel Fouque est resté président pendant 30 ans. Donc, nous avons une convention qui nous permet d'avoir une autonomie de budget, et c'est ainsi qu'on va pouvoir aller un petit peu partout dans le monde. Et alors là, donc en 80, nous allons aux Journées culturelles françaises de Dortmund, et après, en 83, donc c'est le jubilé, et l'année du jubilé, malheureusement nous avons la grande tristesse de perdre Maurice Demont, qui aurait aimé pouvoir profiter de tout ce qui avait été prévu. Il y a eu un cachet du 50e anniversaire avec un bureau de poste temporaire, une participation des marionnettes du musée de Chantier à Liège,
et une participation aussi de marionnettes siciliennes, de théâtre Fratelli Napoli que nous avions connu lors d'un festival, et les marionnettes hongroises qui étaient reçues par la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture qui avait voulu se joindre à nous. La statue de la fleur qui a été inaugurée à ce moment-là et qui avait été conçue par Jacovet et sculptée par Pierre Bazin a été réalisée, beaucoup ne le savent pas, ça a coûté 4 millions de centimes et la moitié a été payée par des petits bons qui avaient été vendus aux Amiénois et l'autre moitié a été payée par le théâtre d'animation Picard. Alors, il y a eu également, à ce moment-là, la rétrospective de tout ce qui avait été créé depuis 1967. Donc, le 11 novembre de ce jubilé, nous avons jumelé officiellement Tchanché et le théâtre de marionnettes du musée de Tchanché à Liège et chez Caboton d'Amiens. Alors, la même année, donc, le 18 novembre, donc vous voyez, c'est du 30, le jubilé est du 2 au 13 novembre, et du 18 novembre, donc très peu après, nous partons au festival, au 9e festival à Palerme, en Sicile. Et je vais oublier de vous dire que Maurice Dumont, dans sa tristesse qu'il avait à la fin de sa vie, il faisait des petites croix sur son carnet chaque jour qui passait, et il ne voulait plus me recevoir alors qu'il me considérait, je peux dire, vraiment comme sa fille, parce qu'il ne voulait pas que je le voie affaibli. Et sa plus grande joie était de savoir que son Lafleur allait partir au Japon du 30 mai au 11 juin, là où nous avons donné 20 spectacles suivis de 20 animations. Voilà. Alors, en 85, nous n'étions toujours pas subventionnés par la région, et toutes les troupes de théâtre avaient été subventionnées, professionnelles, et nous qui avions été les premiers professionnels, surtout depuis aussi la création du théâtre d'animation Picard, nous restions toujours sur le pavé et on travaillait de plus en plus et on n'obtenait pas de subventions. Donc on a fait une grande pétition avec le journal Contact. Le PDG de Contact, c'était un ami de Jacovet, donc on avait eu une double page, et il y a eu des milliers de papillons d'envoyés, et Charles Bord, qui venait d'arriver à la région, eh bien, nous a reconnus, donc, et nous avons obtenu une subvention pour aller à Liège, dans un salon où la France était invitée privilégiée. Ce salon s'appelait Vers 86, et donc on a été reconnu en tant qu'ambassadeur de la culture picarde en France comme à l'étranger, donc par Charles Bord, justement à cette époque-là. Et c'est depuis ce moment-là que nous avons pu avoir des subventions de la région. En 87, nous sommes allés en Suisse et au Portugal, et après en Hollande, et où nous avons représenté une nouvelle fois la France. Amsterdam était capitale culturelle européenne. Tout ça, c'est en 87. En 89, à l'île de Jersey, à Saint-Hélier, on a donné le spectacle qui avait été créé par Jacques Labarrière pour le Carquois, qui s'appelait Citoyen Lafleur, et qu'on a repris à deux, où j'ai fait entrer le personnage de Sandrine dedans, et qui s'est appelé Lafleur sans culotte. Et le Portugal, nous y sommes retournés à Porto, donc en 90. Et la dernière grande expédition a été en 96 à Guérin, donc ancienne Allemagne de l'Est également. Alors, en 97, donc, on arrive au moment
de la création du théâtre que vous connaissez tous, je crois. Et quelque temps auparavant, René Lance avait inauguré et mis à notre disposition au 24 de la rue Saint-Leu des bureaux. Mais il n'était pas question, il n'y avait pas de scène, c'était simplement des bureaux, puisque pendant tout ce temps-là, les bureaux d'administration se trouvaient chez moi. Au moment où Gilles de Robien s'est présenté pour son premier mandat, il avait indiqué dans tous ses projets donc, la construction d'un théâtre de marionnettes. Gilles de Robien qui avait déjà soutenu en tant que député de la Somme différents dossiers qui étaient montés dans ce sens par la compagnie et qui donc avait inscrit dans ses projets cette construction du théâtre. Les nombreuses démarches auprès de ses partenaires, le département de la Somme, la région Picardie et l'Europe, parce que la carcasse du théâtre était une ancienne friche industrielle, donc il pouvait y avoir de l'argent de l'Europe. Donc, et les lenteurs administratives et les retards traditionnels pour la réalisation des travaux ont fait que l'ouverture du théâtre au public n'eut lieu qu'en juin 1997 pour cette école d'Abbeville, là, sous le second mandat de Gilles de Robien, et l'ouverture officielle a été faite le 5 septembre de cette année-là. Et donc ce théâtre, à la fois beau et convivial par son architecture et son intimité, qui abrite plus de 200 marionnettes de 205, donc de la collection de chez Caboton-Damien, est devenu, avec la cathédrale et les ortillonnages, par sa tradition marionnettistique, une nouvelle carte de visite pour la ville, mais aussi l'un des réceptacles privilégiés d'une authentique langue régionale, le picard. Et il faut dire aussi que beaucoup de touristes qui viennent pendant l'été aux saisons touristiques, eh bien, sont ravis à la fois par l'architecture où il y a un mélange d'ancien et moderne, et ce qui donne un côté très, très chaud, très chaleureux, et qui va tout à fait dans ce que je vous disais tout à l'heure dans ma première intervention, où la tradition meurt si on ne mélange pas aussi du contemporain, si on ne marche pas avec l'actualité. Alors, pour parler du répertoire, bon, le répertoire, bien entendu, nous conservons le répertoire de Maurice Daumont, qui est pour nous notre répertoire classique, comme on a Molière, on a Marivaux, etc. En français. Eh bien, Maurice Daumont a quand même été cité comme un meilleur auteur picard, peut-être même le meilleur auteur picard dans la Pléiade, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Donc là, nous avons joué 4 pièces en 3 actes de Maurice Daumont, Les Brigands de la Forêt Noire, L'Enfant de la Roulotte, Le Château Maudit, Un rêve de Blaise, qui est la nativité qu'on retrouve dans tous les théâtres traditionnels, 11 bouffonneries, hein, Le Réveillon de la Fleur, L'attaque d'Apoplexie, Le Clown de Napoléon, La Fleur Médecin, Poison mortelle, Les fiançailles, L'engagement d'un soldat, La Fleur en voyage de noces, Le mariage de Sandrine, Le commissaire reçoit, Les antiquaires, 3 contes en français, La princesse et le dragon, Les tentations de Saint-Antoine et Les 3 souhaits, et 20 milieux sous les mers, qui était un intermède musical. Alors, on a ajouté à cela, hein, bien entendu, des contemporains. Et le tout premier contemporain, et parmi vous ce soir, c'est Jean-Jacques Nazoni, qui s'est pris de passion pour chez Caboton, pour le Picard aussi, et puis aussi pour Internet. Hein. Et donc, Spécaville, La Fleur, Petite Sandrine, hein, c'est ce qu'on a fait en premier. Hein. Et après, on a fait l'accident de La Fleur, on a donc joué 2 pièces. Je dirais simplement, pour Spécaville, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va le redonner l'année prochaine. C'est quelque chose qu'il faut absolument que vous voyez, parce que il y a un mélange là formidable. Tout le début est une vidéo qui est partie de peintures de Jacques Auvet. Et ces peintures ont été travaillées au projecteur et à l'ordinateur. J'ai dit Internet, je voulais dire ordinateur tout à l'heure.
Et c'est la maison Roussel avec Michel Delmagne et puis Jacques pour les lumières. Donc il y a eu tout un travail qui s'est fait, tant et si bien que les peintures eh bien, se mettent à vivre. C'est simplement des peintures, mais alors c'est la création du monde, parce qu'on ne voyait pas, Jacques et moi, comment on pouvait réaliser la création du monde avec des marionnettes comme ça, tandis que là, eh bien, avec la vidéo, on aperçoit Sandrine vraiment avec des trucages et tout, Sandrine qui sort de la côte de la fleur, par exemple. Alors, Jacques Labarrière, donc, qui était à l'époque aussi directeur du Carquois et qui donc a repris La Fleur sans culotte au moment du bicentenaire de la Révolution française, et notre cher ami poète qui nous a quittés vraiment trop tôt, Jacques Varlet. Alors on a joué Cailleux de Cailleux. Lui, il avait appelé ça Cailleux de la Fleur, mais c'était quelqu'un avec qui on pouvait très facilement discuter. Alors je lui ai dit, moi j'aimerais bien qu'on fasse le jeu de mots, Cailleux de Cailleux. Et puis il a dit oui. Et je passionnais de la fleur, c'était pareil, il avait appelé ça Cochon de la Fleur. Alors, c'est une histoire de petit cochon qui est élevé par la fleur et Sandrine. Et donc, c'était un peu équivoque d'après le titre. Donc, on a appelé ça Je passionnais avec la fleur. Et Je des îles, malheureusement, que trop peu de gens ont vu ces derniers temps. Et je vous invite vraiment à aller le voir, parce que c'est une nouvelle. Il s'est bien imprégné du personnage, et c'est une nouvelle formule. Une forme de traiter une bouffonnerie, c'est en petites tranches, hein, il y a 9 tableaux, mais il respecte vraiment, comme Jean-Jacques d'ailleurs, la manière de faire de Maurice Daumont et puis les caractères des personnages. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a eu, pour les 200 ans des départements, on a eu une commande du Conseil général. Pour les 20 ans des régions, c'est le Conseil régional qui m'avait demandé d'écrire quelque chose aussi. Pour les trophées Jules Verne, la CCI m'avait demandé d'écrire. Ici, au musée de Picardie, quand il y a eu cette magnifique exposition de réaliser sur les marionnettes picardes, on nous a demandé de faire suivez le guide, c'était comme ça on avait appelé, et c'était la fleur Sandrine Choblès qui faisait visiter l'exposition. En 1994, à Védin, il y a eu quelque chose de formidable avec une dame que je connaissais qui habitait en Picardie avant, et ça a été l'ouverture de la forêt des 1000 poètes à Védin. Si vous allez dans le Cher, allez faire un tour là-bas, avec 1000 chênes. Ils ont planté 1000 chênes, et le poète est pris dans son grand sens, c'est aussi bien le chanteur que le musicien, que le sculpteur, etc. Et donc, pour l'ouverture, j'ai écrit une pièce où est-ce qu'il y avait Streck qui allait voler des chênes à la fleur, le chêne de la fleur, parce que lui, on ne lui avait pas fait. Parce que là-bas, il y a des petites plaques avec, par exemple, Brassens, qui a son chêne, et la fleur a son chêne, et Jacovet, moi-même, on a aussi un chêne dans cette forêt des 1000 poètes. Et on a joué également pour des entreprises qui nous passaient commande, soit pour un anniversaire, soit pour le lancement d'un nouveau produit. La DDE nous a passé une commande pour lutter contre l'envahissement du caravanique sauvage et lancer l'habitat léger de loisirs, qui est quelque chose qui n'est pas onéreux. Si ça avait été onéreux, j'aurais refusé tout de suite. Mais c'est ce que je leur ai demandé. C'était par tranche, on pouvait construire des petites maisons en bois et l'agrandir petit à petit. Et ça s'est passé on a joué plusieurs fois ça à la Foire Exposition d'Amiens. La protection des jeunes contre les dangers domestiques, qui avait été subventionnée par le ministère de la Santé, eau de javel et citronnade, hein, je vais appeler ça comme ça. AG2R qui nous a commandé pour la protection contre le diabète. Alors j'ai inventé une histoire de la fleur comme si Sandrine, pour éviter qu'il continue à boire, on lui
voulait faire croire qu'il a le diabète, donc on fait passer des messages comme ça dedans, pour montrer ce qui pour éviter d'avoir le diabète. Et le dernier que la AG2R nous avait demandé, qui a été le dernier et où Jacques était absolument merveilleux et très émouvant, parce qu'il jouait le rôle du grand-père qui était maltraité par son petit-fils pour lui soutirer de l'argent, c'était sur la maltraitance du troisième âge. Donc vous voyez tout ça, bien sûr vous n'étiez pas au courant, vous avez fait beaucoup de choses qui étaient dans le privé, si vous voulez. Et, par exemple, la maltraitance du troisième âge, c'était beaucoup de personnes qui travaillaient dans les maisons de retraite, qui croyant bien faire, agissaient plutôt mal. Et c'est pas que la maltraitance en tapant comme le jeune là dans mon histoire. Voilà. Alors pour la lutte pour le TGV par Amiens, c'est pareil. J'avais écrit une chanson et puis on a participé avec La Fleur. On est allé dans le ministère avec la marionnette La Fleur pour essayer de faire passer. On était avec M. Gourenton dans la lutte pour le TGV par Amiens. M. Gourenton qui nous a fait la surprise parce que ça n'a pas, je vous rassure tout de suite, pour ceux qui l'ont su, je vous rassure pas, c'est pas ce mot que je vais employer, mais ce n'est pas un élu qui a demandé, avec le travail que nous avions fait depuis des années, que nous soyons récompensés dans l'ordre des chevaliers des arts et lettres. C'est Joseph Gourenton qui l'a demandé, sans rien nous dire, et on a été très surpris. Voilà. Une petite parenthèse. Je regarde toujours l'heure parce que je vais te laisser une demi-heure. C'est juste 6h30, je crois. Bon, alors je voudrais attirer votre attention sur des choses que nous avons faites grâce à ce théâtre-là. Grâce à ce théâtre-là, eh bien, on a développé pour les scolaires, parce qu'on avait énormément de demandes et il nous fallait avant trouver dans Amiens une salle. Alors il y avait toujours la salle de Wally. Alors nous, la salle de Wally, c'est nous qui avons le plus usé le plancher dans l'ancienne salle de Wally de la Seine, parce que vous avez vu, jusqu'en 96, on y a joué. Alors, nous avons créé en 2004 un nouveau secteur jeune public à partir de 3 ans, parce qu'il y avait énormément d'écoles maternelles, d'institutrices qui nous demandaient pour venir à des spectacles, mais toutes nos histoires, c'est à partir de l'âge de l'école primaire. Ou alors la grande section maternelle, là où on sait vraiment écouter l'histoire. Et il y en a encore des pièces où je mets à partir de 8 ans. Si je mets à partir de 8 ans, c'est vraiment, je ne suis pas une marchande de soupe, je ne vais pas faire entrer des enfants de 3 ans et demi si j'ai mis à partir de 8 ans. Je préfère refuser ou demander au papa d'aller promener avec le petit et puis que la maman reste avec les autres. Alors, pourquoi il y a eu Lucien Caron, que j'ai connu comme guignoliste, qui était merveilleux, parce que mon premier métier c'était instit. Je l'ai abandonné, ça je voulais le dire, complètement en 83, ne sachant pas très bien où j'allais. J'ai été mise en disposition, c'est-à-dire que j'ai jamais été payée par l'enseignement, et il n'y a que quand Gilles de Robien a été ministre de l'Éducation nationale qu'on a pu obtenir enfin une subvention d'éducation nationale, alors que nous jouions beaucoup, déjà pour les scolaires, mais dans une salle d'Amiens, souvent la salle de Wally. Et une fois que Gilles de Robien est parti, à nouveau, hop, on s'est retrouvé sans subvention et on l'est toujours. Et on va repartir à l'attaque. Alors que là, j'ai pris en 2009, nous avons touché 4033 élèves, 1824 enfants maternels, 1748 de primaire, 461 du secondaire. En 2010, 4353, et ça monte de plus en plus. Et là, on a jusqu'au mois de juin, on est plein avec les... Alors, 4353, il y avait eu 1824 maternelles, là, en 2010, on 2259. Les primaires sont un petit peu baissés au niveau des primaires, 1553 et 541 secondaires. Ce sont surtout des collégiens, mais ils vont surtout à la Comédie de Picardie, la Maison de la Culture. C'est un petit peu plus difficile de les avoir, mais on les a, et c'est très important parce que même pour les petits, à partir de 3 ans, eh bien, ils viennent et ils entendent du Picard, parce que après Pierre et le Loup, après les 3 petits cochons,
les trois petits cochons, en plus j'ai mis la fleur dedans, puisque les trois petits cochons, au moment qu'on regarde la trame, on peut y mettre. Et j'ai mis de Chaublès un tout petit peu, mais la fleur, c'est lui qui va à la fin sauver la situation. La fleur et Sandrine interprètent la chanson de présentation des marionnettes, qui est tout en picard. Et les les enseignants sont très heureuses que les enfants entendent. Alors vous allez me dire, mais bon, rien du tout, ils doivent se barber. Non, j'ai été moi-même instite en maternelle de nombreuses années, je m'étais spécialisée dedans, et j'explique avant, je résume vraiment d'une manière très très précise ce que la fleur et Sandrine vont dire dans la chanson, de manière à ce qu'ils comprennent tout. Et après je leur dis, vous faites, laissez venir comme une petite musique le picard à vos oreilles. Et alors ça marche très 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 fort. Et alors ce qu'il y a, j'étais avec toi et tu as entendu au conseil régional, ils ont envie justement d'embrayer beaucoup sur les jeunes, sur le maternel et primaire, là, ils ont envie de faire des choses. Et ça, je peux vous assurer, hein, et ils écoutent, et la salle est parfois remplie, il y a 110 enfants de 3 ans, et du moment qu'on leur explique avant aussi, on leur plaque pas un spectacle comme ça, il faut leur parler, il faut les mettre en condition. D'ailleurs, je le fais avec n'importe quel genre de public, mais plus encore avec les plus petits. Un dernier mot sur les saisons estivales et touristiques, parce qu'elles ne sont pas tombées comme ça. Hein, pourquoi l'été, on se prive, on ne va pas faire un festival à Avignon. À nous, bien sûr, on n'est pas reçu, on ne voit jamais des vues. Hein, et on se prive quand même d'avoir des vacances là où on est sûr d'avoir du soleil et tout. Ben, on prend des vacances parce que c'est une petite entreprise, il y a quand même 8 personnes, on doit respecter, et l'association elle veille au grain bien sûr parce que les marionnettistes et leurs congés. Donc c'est Jean-Claude Broutin qui en 87 me demanda si je pouvais faire quelque chose parce qu'il y avait à ce moment-là le son et lumière à l'intérieur de la cathédrale, mais il l'avait mis un peu trop tôt. Et donc, il y avait des gens qui ne savaient pas trop quoi faire avant d'aller au son et lumière. Alors, moi, je n'avais pas de salle, c'est Roger Mézin qui m'a prêté les caves de l'ESCAE dans le jardin de l'évêché. Et donc, en 87 et 88, on pouvait mettre 50 personnes, mais c'était très beau, les caves. Hein. Et on a donc joué, et ça permettait aux gens d'attendre pour aller après au son et lumière. Et quand ils sortaient du son et lumière, ceux qui n'étaient pas venus, comme il y avait quand même beaucoup plus de monde au son et lumière, on distribuait nos papiers habillés en costume nous-mêmes de la fleur de Sandrine. Alors après, c'est la maison du théâtre qui nous a prêté seulement pendant un mois, parce que occupé pendant un autre mois. Donc en 89, à la maison du théâtre, en 91, en 93, 94, 95, 96. Et la salle du golf, rue des Francs-Muriers, maintenant ça s'appelle Bonaparte, eh bien on l'a loué, parce que la maison du théâtre ne pouvait pas nous recevoir en 90, on l'a loué pour un mois et demi, donc en 90, et en 92 également. Et en 97, eh bien, on a fait donc notre saison touristique en 97, donc dans le théâtre. Et depuis ce moment-là, au début, on faisait du 1er juillet au 31 août, mais ça marche mieux à partir du 14 juillet, donc maintenant on le fait du 15 juillet au 31 août. Voilà, je crois que je vais pouvoir laisser la place. J'avais simplement indiqué le nombre de spectateurs sur une feuille. Ça, je voudrais quand même le mentionner. Depuis que le théâtre est ouvert, jusque fin 2010, là on avait arrêté à fin 2010, on a fait 1818 représentations et on a eu 105 066 spectateurs. Parce que bien sûr, hein, vous voyez les dépliants,
Là, depuis le décès de Jacques, j'ai eu beaucoup de travail, donc vous m'excuserez si vous ne trouvez pas les déplis en ce moment, mais ils vont partir après. J'ai dû former aussi 2 jeunes, surtout un pour la fleur, parce que j'ai mon pauvre frère qui a fait un AVC la même année, en septembre 2009. Donc j'avais déjà la douleur d'avoir perdu mon compagnon et mari. Et donc Guilain a été paralysé complètement du côté droit. Il avait la bouche de travers, il pouvait plus parler. Et suite à ça, se voyant complètement perdu, ayant fait la fleur pendant 40 ans presque, ça fera 40 ans en 2013, eh bien il a fait une dépression nerveuse absolument horrible. J'ai dû moi-même signer des papiers pour qu'il aille au myosautis à l'hôpital Pinel, ce qui était aussi pour moi très très douloureux. Et je savais, le docteur m'avait dit, il y a cette solution-là parce que c'est trop grave. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas les petits dépliants qu'avant vous aviez. C'est pas de la mauvaise volonté. Et si j'ai un peu bafouillé, c'est parce que ce soir j'étais un petit peu... j'avais peur de ne pas lui laisser assez de place. Et puis je suis plus à l'aise avec les marionnettes dans les mains. On vous les a apportées, nos trois chéris, là, pour que vous puissiez les voir dans plus près tout à l'heure. Alors encore toutes mes excuses si j'ai un petit peu bafouillé. Voilà. C'est un peu avec d'émotion que je m'assieds dans la chaise qui est encore chaude. C'est pas tout à fait normal que je parle après toi. Oh, après, avec tout ce que vous avez fait. Alors, je vais essayer de faire très bref, et puis en même temps donc ça va être un fil, et puis après vous direz si vous souhaitez chercher des choses à picorer sur ce fil. Mon propos, c'est de parler de la fleur en dehors des murs d'Amiens, ne serait-ce que par les prestations des cabotants de la Belgique à la Sicile, et puis des îles Jersey, Guernsey jusqu'au Japon. La fleur est quelqu'un qui sait s'expatrier. Je ne parlerai pas vraiment d'un personnage. Il va falloir qu'un de ces jours, je parlerai avec Olivier, on parle de M. Lepac, M. Capel, alias Lepac, qui lui aussi a promu la fleur en dehors des murs d'Amiens en enregistrant des 33 tours avant-guerre et puis en chantant le répertoire de la fleur, mais également, et ça c'est beaucoup moins connu, en manipulant la marionnette. Et il se trouve que la fille de M. Lepac, maintenant décédée, a fait le legs à Chancheron de tout ce qui concerne l'activité artistique de son père, d'avant la guerre 14 jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un travail où on a embauché quelqu'un pour classer toutes ces archives qui sont très, très disparates et très importantes, vraiment très très importantes. Alors on a de nombreuses traces du passage de la fleur, bon là vous avez un obus qui n'est pas situé, donc c'est pas très bien. C'est la fleur en Picardie et un petit peu au-delà, mais surtout en Picardie, c'est un peu notre Gargantua. On trouve ces traces, pas dans la connue quand même. Alors je ne m'attarde pas sur les innombrables La Fleur Vallée de Comédie, qui généralement s'expriment en français, et je parle simplement des La Fleur qui ont pu parler picard. Et avant de parler plus précisément de la marionnette, vous dire que par exemple on retrouve notre emblème picard des fois à des endroits un peu bizarres, puisque là on a une aquarelle, une gouache plus exactement, de La Fleur, donc il y a une admiratrice de La Fleur, mais derrière c'est pas du tout le beffroi d'Amiens qui est là, c'est plutôt un beffroi de Lille, Douai, enfin c'est la beffroi du Nord, c'est pas un beffroi du département de la Seine. Voilà, donc là il y a un amalgame de ce personnage emblématique avec la grande région de langue picard. Il y a quelqu'un qu'on peut citer
citer aussi, on a eu la chance d'avoir Bob Caron il y a quelques années ici, et son père, Charles Caron, a énormément écrit, alors dessiné, mais je parle du texte en picard, écrit en picard des poèmes à l'intention de Lafleur et de chez Caboton, et il habitait ici les Moulineaux, ce qui fait que même loin de Picardie, il travaillait chez Bernard là-bas, et même loin de Picardie, la langue de Lafleur peut inspirer des auteurs picards, mais en Picardie et parfois plus loin d'Amiens, comme Jean-Marie François, par exemple, Laville, a écrit plusieurs pièces de théâtre où il met en scène Lafleur, Jacques Freudure et même aussi parfois Florimond Linton. On retrouve Lafleur dans la bande dessinée en picard avec Jean Tressarieux, qu'on connaît sous le pseudonyme de Rieux, qui habite à Paillard, dans l'Oise. Lafleur au point, c'est un petit fascicule pas trop trouvable. Et puis alors, Lafleur et le vase, c'est Frédéric Daumont qui m'en a donné une copie. Alors, je lui lance aussi un petit salut, le petit-fils du fondateur de la compagnie. Donc, c'est Lafleur et le vase, dit de Soissons, c'était bourré d'anachronisme. Jacques Dulphy qui a écrit une bande dessinée. Alors, lui, il est pour ce livre, mais son histoire, elle se passe à Amiens. Je ne suis pas tout à fait sûr que Lafleur ne soit pas complètement Amiens. Et donc, Jacques Dulphy qui a. Pour le zoo d'Amiens, On n'est pas des bêtes, qui a fait écrit Schloss. Et puis on retrouve Jacques Dulphy en association avec Fraco dans une autre bande dessinée en picard qui a été publiée dans le magazine régional Agir en Picardie. Je ne suis pas sûr qu'on aura d'autres exemplaires parce que on peut savoir, mais ça a existé. On a des traces. Lafleur, quand même, alors là maintenant on va vraiment arriver dans la marionnette. Marionnette à tringle et à fil, la spécificité de nos marionnettes picardes, qu'on partage bien entendu avec les Liégeois, les Siciliens. Et bien là, on est dans le département de l'Aisne, à Saint-Quentin, et des élèves de SECPA du collège Marc Lefebvre ont réalisé en 2005 un film d'animation, mais à partir de véritables marionnettes. Vous les avez au milieu, vous avez les élèves tout en bas, et puis dans le haut, vous avez l'artiste croate qui se fait appeler Edo, qui est venu à Amiens. Alors l'histoire, tu parlais du TGV tout à l'heure, Françoise, mais il y a un TGV entre Saint-Quentin et Amiens, comme ça on n'a pas de problème avec l'autre TGV, et puis Lafleur va offrir à Sandrine un pastel de Quentin Latour. Et donc c'est un DVD qui existe, qui a maintenant 6 ans, était paru en mars 2005, réalisé par des élèves à Saint-Quentin dans l'Aisne. Vous voyez, un peu dans l'Oise, un petit peu dans l'Aisne, on retrouve Lafleur. Alors je suis content qu'il y ait un Bercois dans la salle, puisqu'on retrouve un couple de marionnettes à tringle à fil. J'ai agrandi, c'est Lafleur et Sandrine. Il y a un décor derrière que j'arrive pas bien à situer, c'est un théâtre ambulant. Ma carte postale, je la possède de la mienne, elle a été tamponnée de la Poste de 1923, donc je n'ai pas d'autre référence. Donc avant 1923, à Berck-sur-Mer, il y avait des productions l'été, déjà des saisons estivales, de marionnettes picardes. Mais alors le comble, c'est que sur la carte postale, c'est marqué Théâtre Guignol sur la plage. Alors, de toute évidence, ce ne sont pas des marottes, ce sont des marionnettes à tringle et à fil d'origine picarde. Voilà. On va continuer. On a eu Frédéric Edouin, il y a 2 mois, qui est venu ici, qui nous a parlé des marionnettes picardes, des compagnies qui avaient pu être présentes, je ne dis pas forcément installées, mais à Villers-Bretonneux. Il y a la famille Ansart, on le sait dans la littérature, qui s'est installée à Piquigny. On peut penser que Pierre Bouchard nous parlera des compagnons de Lafleur qui ont quand même eu un pied, Pierre Bouchard habite à Abbeville, et puis un pied dans le Nord amiénois, où là vous avez leur réserve, leur lieu de répétition. Et puis pour ma part, là je n'ai pas d'image, c'était avant l'an 2000, on n'avait pas encore d'appareil photo portable. Il y a eu un théâtre complet de marionnettes qui a été à vendre à Pont-Rémy, chez un antiquaire qui n'existe plus à Pont-Rémy. Ça coûtait 9000 francs, quasiment 1500 €. Franchement, je ne les avais pas à ce moment-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si aujourd'hui je les achèterais, mais au moins je dirais peut-être à quelqu'un de les acheter. Et je suis rentré, je les ai vus, il y avait plusieurs décors de marionnettes, il y avait de très nombreuses marionnettes, je ne sais pas combien, entre 30 et 50, je ne sais pas d'où ça venait, mais peut-être que ça venait d'Abbeville, je vais vous en parler tout à l'heure. Et le vendeur, je lui ai posé la question, il m'a dit, je le dirai à l'acheteur, parce que de bonne guerre, donc je ne l'ai pas su puisque j'ai pas été l'acheter. Alors, si quelqu'un les a achetés dans la salle, forcément il va regarder, j'ai besoin de... Pour ma part, j'ai acheté un petit théâtre de marionnettes de comme vous avez en exposition, j'ai acheté un assez grand, donc les marionnettes, ça voyage beaucoup. Alors, je suis à Abbeville, et voilà que donc, et ça Frédéric Edouin avait déjà levé le secret la dernière fois, il y a eu à Abbeville une compagnie de marionnettes
qui s'est appelé les Cabotans d'Abbeville, ou qui s'est appelé donc sous plusieurs noms chez Cabotins d'Abbeville, les Cabotans de Huska ou les Cabotans d'Abbeville. Voilà. Et ça, M. Huska, donc André Huska, né en décembre 1888, a été à Amiens un collaborateur du père Barbier. Et il est venu s'expatrier, c'est connu dans la littérature, il est venu s'expatrier à Abbeville parce qu'il avait du mal à vivre de son art sur la place amiénoise, il y avait de la concurrence. Et il est arrivé en 1922 et il avait donc racheté les marionnettes du père Barbier. Il s'est installé au 156 chaussée d'Oquet et il a créé un certain nombre de pièces, dont je vais vous donner les titres là, tout de suite. Et là, vous voyez, là, donc, ça c'est moi à titre personnel, toutes les archives du SCA sont là-dedans, au niveau de ses créations de pièces de théâtre. Et on a des lettres de lui, des lettres. Ça, c'est le DVD des gamins de 50 ans. On a des lettres, et alors des informations vraiment intéressantes, parce qu'il donne, par exemple, reçu votre lettre du 19 octobre 56, en plein accord avec vous pour le dimanche 30 décembre à Sénarpont. En matinée, nous tiendrons près à l'arrivée de la camionnette vers 13h pour le transport de mes partenaires, 4 personnes, ainsi pour mon travail. J'ai besoin de 3 mètres de façade. Donc on a des renseignements techniques. Dans une autre lettre datée de 1953, eh bien, mon prix est fixé à 3500 francs. Voilà, donc on a vraiment des éléments sur la vie de la compagnie, ce sont des brouillons de lettres de l'écriture du SCA. Et puis on a donc son répertoire qui est très difficilement lisible. C'est écrit à la plume et c'est raturé parce qu'il y a des rôles qui sont interchangés, etc. Alors je vous liste comme ça les pièces créées et imaginées par André Huska, donc c'est son répertoire à lui. Et sous le titre générique, Les farces de la fleur, il y a l'accord de diriger le temps, la fleur soldat, longue et flûte artiste capillaire, celle-là elle n'est pas piquée des verres, la fleur chez les pompiers, Schléco unique, la fleur et le Père Noël, la fleur chez les Indiens, le canchon chez Cabotin Picard, ça c'est simplement une chanson, qui n'est pas celle de nom, la fleur dans le mort-vivant, la fleur en service, Tartampion Châtelain ou les excentricités de la fleur, et l'innocente Eusébie. Comme bien souvent, les titres sont en français, mais les rôles de la fleur sont en picard. Les rôles autour, pas systématiquement, et de loin. Donc là, vous avez le tampon et la précédente, l'affiche, c'est gardé à la bibliothèque municipale d'Abbeville. Une grande affiche. Et puis, donc, vous voyez, j'arrive déjà à la conclusion quasiment. À travers mes lectures personnelles, j'ai rencontré la fleur. Alors j'ai rencontré chez Grard. Grard, c'est un Abbvillois, c'est le seul qui a fait un lexique d'ailleurs de Bélancourt, dans la région toute proche d'Abbeville, dans le d'Abbeville. Et Grard, qui vivait autour de, là ça se passe autour de 1850, a été édité grâce à Alsus Le Dieu, donc dans ce bouquin qui est de 1901. Et dedans, ça commence par le premier chapitre s'appelle Des Cabotins. Et je vous lis le début. Monographie des Cabotins, types abbvillois. C'était en 1856 ou 57, il y a 20 ans, et déjà, je traversais par une matinée d'un dimanche de novembre la petite rue Saint-Jacques, c'est donc la grande église Saint-Jacques, dont il est question que éventuellement la islamisataire, et je vis coller à l'un des contrevents de la maison portant le numéro 2 une affiche manuscrite dont voici la rédaction textuelle. J'écris devoir conserver sa disposition et respecter surtout son orthographe. Aujourd'hui, dimanche 7 novembre à 8h30 du soir, première représentation de la forêt de Sénart ou l'attraction de la diligence, D-I-L-I-J-A-N-C-E. Grande pièce en 5 actes, sans doute, ornée de tout son spectacle, avec des corps et costumes à la loque au sujet. Cette pièce sera suivie par La Fleur ou le paysan Picard, vaudeville comique, prix des places, première 10 centimes, seconde 5 centimes, l'honneur de votre présence. Et là-dessus, dit Grard, je franchis la porte de l'immeuble, j'aperçus en entrant le directeur assis près du foyer. Il tenait sur ses genoux un énorme bol, une soupière plutôt de potage au chou, dont il me parut avoir absorbé les 4/5 environ. J'avais devant moi un des types les plus curieux, les plus réussis, comme homme à grande ressources, un bilboquet dans son genre. Malheureusement pour Abbeville, nous ne pouvions pas le revendiquer. Il était amiénois, voilà, la fleur n'est même plus abbvillois. Il était amiénois et comme tel, il avait ce qui
le distingue de ses congénères, la poste de l'industrie développée. À vivre, on l'a beaucoup moins. En dehors de ses nombreuses occupations, il donnait régulièrement tous les dimanches et les lundis de la saison d'hiver 2 représentations dramatiques et parfois lyriques à son théâtre de Cabotin, 6 Petite rue Saint-Jacques au numéro 2. On l'appelait dans le populaire Tapachou, Cabotin, la ressource, donc ça c'est surpitché, et de son nom véritable, Bulot. Voilà son signalement, alors après on a sa description physique. Nous causâmes naturellement théâtre, c'était le maître sur son terrain, dans son élément. Il me dit qu'il avait tenu pendant 5 ans des rôles importants de fort jeunes premiers et de barytons dans l'établissement des grandes galères à Amiens. Et puis le paragraphe, donc après, il y a toute une expression autour des marionnettes et des marionnettes picardes en général, et donc amiénoises. Et puis voilà la conclusion de cet article rédigé en 1874. Bulot, dit Tapachou, avait importé ici à Abbeville la fleur ou le paysan picard, mais il n'a eu à Abbeville qu'un médiocre succès. Que voulez-vous? C'est une question de goût et de tempérament. Je laisse à juger s'il faut en faire compliment à messieurs les amiénois. Alors, ça se termine comme ça parce que dedans, il se moque grave, il se moque vraiment de l'accent picard des Amiénois d'une manière que je n'ai pas osé reprendre ce soir. Parce que je garde quelques amis amiénois, j'en ai gardé. Comme ça, grave, ça se trouve dans les bonnes bibliothèques et nous sommes dans une excellente bibliothèque. Et puis, je vais terminer avec un personnage que j'ai découvert dans un bouquin qui reprend les œuvres de Fernand Poitvin. C'est un livre posthume de 1920, Poitvin a vécu jusqu'en 1919. C'est un écrivain, un chercheur, poète et puis Rosati Picard du Vimeux, industriel, Frédéric Scarbotin. Et dans son livre, publié donc en 1920, j'aurais dû boire un petit peu d'eau, mais tant pis, trop terre. Voilà ce qu'on peut lire. Et alors là, pour le coup, ça ne se rattache pas à bien. Page 741. Je suis comme Françoise, je tue une page. Donc le personnage s'appelle Mézel. Mézel. Théophane Cabu était dit Mézel parce qu'étant jeune, il dansait avec grâce, avec agilité et légèreté, et parce qu'en dansant, il haussait les épaules et tendait horizontalement les coudes, comme un oiseau qui déploie ses ailes. Mézel ne dansait pas, il volait, il tourbillonnait dans le vide, à quelques centimètres du sol. Mézel était célèbre à tous les bals, à 20 lieues à la ronde de son pays natal. Mais quel était-ce ce village? Je ne le sais plus. Et voilà le drame, on ne le sait plus. Mais je sais que Mézel était picard, cela me suffit. Dans toutes les fêtes locales, dans les ducasses de notre région, Mézel tirait un tir-agate. Alors un tir-agate, c'était une loterie. C'était une loterie qui était tenue par sa femme, je te remercie beaucoup. On s'amusait beaucoup autour de la boutique de Mézel, le tir-loto. Mais dès l'automne, donc ça c'était pour l'été, dès la dernière fête de village passée, Mézel regagnait son pays, il remisait sa voiture à Gâtes jusqu'au premier beau jour et repartait visiter les mêmes villages picards pour exercer durant les longs mois d'hiver une autre industrie. Le tir-loteux se mua alors en directeur du théâtre La Fleur. La troupe de Cabotin de Mézel était nombreuse, elle jouait indistinctement la comédie, le drame, le vaudeville, l'opérette et la tragédie. Le répertoire était très varié, partout il faisait salle comble. La tournée de La Fleur n'était qu'un triomphal succès à faire parmer de jalousie, Brasseur-Fils et la sublime Sarah. Dans l'exploitation de son théâtre, Mézel était secondé par sa femme Marianne. Et donc ils prêtaient leur voix à La Fleur, qui pouvait être à la fois nasillarde, ventriloque, grasseillante, zézayante, bégayante. Mais La Fleur était l'acteur préféré, le premier sujet de leur vedette. La Fleur incarnait le mieux tous les vices et les vertus qui se métamorphosaient à leur gré, de gredin en héros, d'imbécile en philosophe. Mais elle faisait lui-même ses annonces au son d'une petite cloche. Il faisait le tour de la ville et disait « C'est pour avoir l'honneur d'avertir le public que ce soir, dans la salle de l'hôtel du Cheval Blanc, menteur c'était dans l'écurie, précise-toi devant, le théâtre La Fleur offre une grande représentation d'une tragédie comique intitulée Bérénice, avec ses chants lyriques, décors, accessoires, habits et costumes, à l'instar de Paris. Le prix des places est apporté de tout un chacun, 15 centimes pour les premières, 3 sous pour chez secondes. Mais elle finissait cette tirade en pirouettant sur un talon et en lançant à la foule le classique « À ce soir, l'honneur de votre présence ».
Et le soir, après souper, petits et grands faisaient queue à la porte du Cheval Blanc pour être bien placés. Une fois, dit Poitvin, j'allais, je m'en souviens, pour entendre Bérénice sur la foi de l'annonce faite par Mézel. Je fus déçu. On ne joua pas ce soir-là le chef-d'œuvre qui n'avait de Rassinien que le titre. Le directeur de la troupe s'en excusa en ces termes. Mesdames et messieurs, on ne pourront pas jouer un nuit Bérénice parce que ce qui est mis à l'épée sec. On le remplaceront par chez un peinture de la fleur au Maroc. Pour être main au soir et je vous promets le reine Bérénice. Marianne, elle vous repasse ce qui est mis. Le rideau n'était pas encore levé que l'assistance éclatait d'un fou rire. Il arrivait ceci, le tumulte empêchait d'entendre le dialogue des cabotins. Mais elle, alors, se fâchait tout rouge, il descendait de l'escabeau sur lequel il était perché pour faire mouvoir ses pantins et venait apostropher l'auditoire. Si qu'on rit, si qu'on crie, si qu'on pète, l'aveleur, il va s'en aller sous queue. Une autre fois, il nous débita cette suave admonestation. On est point des gens sérieux, on m'obligeait de vous témoigner publiquement sympathie de ma mécontentement. Nous n'avions pas suffisamment de culture pour l'apprécier, aussi nous n'en tenions aucun cas, et la fleur continuait à lancer ses tirades dans le désert. C'était bien dommage car à l'instar du maître, le valet faisait d'hilarant pataquès. Dans l'homme au masque de fer, la fleur criait « Moi aussi je suis roi de France » et dans Victor ou l'enfant de la forêt, déjà le thème, il faisait vibrer cette phrase « Asseyez-vous sous ce gros arbre », etc., etc. Je vous en passe. Au milieu d'une situation pathétique, il faisait éclater un calembour, il répliquait une tirade cornélienne par une devinette bouffonne. Il venait de faire discuter par exemple la fleur avec son père dans une pièce. Le père de la fleur ne voulait pas entendre que son fils eût le même âge que lui. C'est pourtant bien simple, répondait la fleur. Tu n'es ma père qu'elle que je suis ma fille, donc tu n'es pas plus vu que lui. La fleur avait à peine terminé cette boutade qu'un coup de vent, dans la représentation, c'était pas prévu, défonçait la porte de la grange servant de salle de spectacle. Les lumignons s'éteignent, les spectateurs surpris montent sur les bancs, des loustiques à la faveur des ténèbres propices pincent les hanches de leurs voisines, des bruits discrets de baisers volés sont soulignés de gifles claquant au hasard des joues. C'est un vrai tohu-bohu. Dans le noir, une voix domine, c'est celle de Mézel qui ne se laisse pas démonter par l'adversité et qui s'écrit superbement « Fermez la porte afin qu'aucun issue ne s'évade ». Ça, c'est le témoignage de Poitvin autour de cette compagnie donc, qui semble ne pas avoir de racines ou de liens amiénois. C'est tout, il n'y a pas d'image, on est au milieu de deuxième moitié du 19e siècle. Alors, la fleur, Françoise l'a dit, la fleur, il a eu l'honneur de la première émission de télévision pour toute la France, et à partir de la région. C'était dans les archives du père Caron. La fleur et Sandrine, à la télévision pour la première fois en mars 57. Alors on voit la fleur et Sandrine, photo a été prise un mercredi soir, et apparemment, je ne suis pas certain, mais apparemment il est toujours question de René Normand, et ça pourrait bien être René Normand qui manipulait les marionnettes à cette occasion-là. Mais vraiment, je m'en suis dit, je dis simplement, et ça se passait dans les locaux du Courrier Picard, et donc avec émission des ondes, à partir de la Tour Perret, Paris, retour Lille, et retour à la Tour Perret. Voilà, donc ça c'était... Par contre, c'est un article retrouvé dans le Courrier Picard en 1957. Et puis pour en finir, voilà, la fleur a fait beaucoup de chemin. Donc là, c'est le recto du protège-calier que j'ai arrivé. Donc vous voyez, sans bord. Déjà, je suis tout à fait pour la fleur. C'est d'un point de bord, il y en a plus. Et donc c'était une boisson hygiénique, vous savez. Donc voilà, la fleur qui en est pour odeur. Je vous rassure, pour la version, le verso, c'est de la chicorée. Mais là, c'est pas son vrai. C'est tout ce que je voulais vous dire brièvement, en remerciant un grand merci pour Françoise Rose de m'avoir laissé la parole aussi, et puis à vous tous, et puis vraiment tout ce que tu nous as raconté, ça m'a profondément touché. Merci. Oui, merci. Je voulais simplement vous prier de bien vouloir m'excuser, j'ai omis de dire toute la grande place qu'a eu Jacques
bien entendu, parce que si j'ai pu développer mes mises en scène, c'est parce qu'il y avait un lien vraiment très étroit entre le scénographe qu'il était, puisqu'il avait fait les Beaux-Arts à Angers, et puis en plus il avait été comédien, donc il a pu être comédien marionnettiste, et il a pu être également donc scénographe. Et en plus, pour le montage des dossiers, il avait eu une entreprise avant, donc moi je rencontrais les élus, mais tous les dossiers, c'était lui qui les montait. Donc ce théâtre que où vous pouvez aller, au 31 rue Édouard David, hein, il faut bien vous dire que si nous deux, on n'avait pas été là, il ne serait pas là. Et je le dis sans orgueil ni rien, mais on s'est tellement battu, et les gens qui nous connaissent bien au plus près, et savent très bien que c'est la vérité. J'arrive là-dessus, il m'avait couché dans une galette des rois. Comme quoi que la fleur peut se coucher tout partout. Ah oui, alors j'ai compris, j'ai vu un bout.